Le char M4 Sherman est devenu le cheval de bataille des armées alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le conflit commençait à s'étendre, les Alliés s'organisèrent pour une production de masse et le Sherman devint l'exemple type de ce que l'on appellera la guerre industrielle. Fabriqué aux États-Unis, le M4 fut adopté par tous les Alliés comme le principal char moyen et fut engagé sur à peu près tous les théâtres d'opération du conflit. Après la guerre, il sera encore longtemps utilisé par de nombreux pays dans différentes versions. Il était souvent sous-armé, certainement pas assez protégé et pas toujours bien employé. Mais il était toujours opérationnel, suffisamment bon pour exécuter la majorité des missions qui lui étaient assignées et disponible en nombre. C'est avec l'aide du M4 Sherman que Montgomery et sa 8e armée gagnèrent la bataille d'El Alamein et qu'ensuite ils purent, avec l'aide de leurs alliés américains, repousser Rommel hors d'Afrique. Il fut également l'un des instruments majeurs du débarquement en Sicile et de la campagne d'Italie. Le Sherman combattit aux côtés des T-34 soviétiques dans les steppes de Russie lors de certaines des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Dès le débarquement de juin 1944, il combattit champ après champ dans les campagnes et les villes d'Europe du Nord, de la Normandie jusqu'à Berlin. Il prit également part à la reconquête du Pacifique aux côtés des Marines, jusqu'à la victoire finale contre le Japon. L'histoire du M4 Sherman concerne autant sa production de masse que sa conception et sa mise en œuvre. La douloureuse expérience de la bataille de France au début de la guerre montra les faiblesses alarmantes de l'arme blindée britannique concernant sa disponibilité, sa puissance de feu, ses capacités de projection. L'industrie anglaise n'était tout simplement pas en mesure de produire suffisamment de chars pour faire face à l'ennemi. Le signal d'alarme retentissant en Europe fut tout d'abord majoritairement ignoré aux États-Unis. L'armée britannique remporta de peu la victoire de la bataille d'Angleterre, sauvant sa souveraineté, et combattait maintenant pour sa sauvegarde, seule, face à l'écrasante puissance militaire du Troisième Reich. Contrairement à leur position actuelle sur la scène internationale, les États-Unis, à la fin des années 30, voyaient leur armée comme une force d'autodéfense, divisée et peu disposée à améliorer sa situation. Même en 1939, elle est encore équipée d'armes obsolètes et compte peu d'effectifs. Ceux-ci étaient estimés à 170 000 hommes, dont 42 000 stationnés outre-mer. La 7e brigade de cavalerie était la seule brigade entièrement mécanisée. Il existait un fort sentiment isolationniste, en souvenir de la guerre des tranchées, et selon lequel la guerre était le problème de l'Europe. Les boys n'allaient pas être envoyés là-bas pour sortir les Européens du pétrin. Cette absence d'un besoin impératif d'armement affecta le développement du char. Basé sur l'expérience de la Grande Guerre, le rôle du char aux États-Unis était alors de faciliter l'avancée des fantassins lors d'une offensive, selon la doctrine d'emploi de l'époque édictée en 1920. Cela a débouché sur 2 catégories de chars, les chars légers et les chars moyens, respectivement limités à 5 et 15 tonnes. Les restrictions budgétaires des années 20 empêchèrent de nombreux développements, et la seule production lancée fut celle du char T1, qui fut renommé char M1 au printemps 1928. La conception et la construction de ce char fut entreprise par l'US Army dans sa propre usine, le Rock Island Arsenal. Et pour les 2 commandes initiales de 20 et 30 exemplaires, l'usine de Rock Island était parfaitement adaptée.
Le Blitzkrieg en Europe, suivi de la désastreuse évacuation de Dunkerque et de la déroute française, changea pour de bon les perspectives de l'US Army. Deux faits majeurs donnèrent un coup de fouet au développement du Sherman. Le besoin britannique de blindés pour poursuivre la guerre et la nécessité absolue pour les Américains de se doter d'un armement convenable après avoir compris qu'ils ne pouvaient pas rester neutres. Les chaînes de production de Rock Island ne pourraient pas faire face à une telle demande. Il fut donc envisagé de sous-traiter la construction à des entreprises habituées aux engins lourds et à la production de masse, capables d'assembler des éléments de manière rapide et efficace. L'Amérique se tourna vers ses meilleurs constructeurs de l'industrie automobile et des transports ferroviaires. Après avoir été consulté dans l'urgence en juin 1940, Katie Keeler de Chrysler Corporation donne son accord de principe pour travailler pour l'armée américaine et reçoit une commande de 1000 chars M2A1 à livrer jusqu'en août 1942. Pour aider à la production, le nouvel arsenal de Détroit fut rapidement achevé et lança ses chaînes de montage en septembre 1941. La production passa de 3 à 100 chars par mois. La course à la production semblait avoir commencé, mais 13 jours plus tard, la commande de M2 était annulée. La puissance de feu et le blindage des Panzer allemands étaient un souci pour les états-majors. Un canon de 75 mm et une protection accrue devinrent un standard minimum pour tous les chars moyens du US Army. Une difficulté majeure pour la production d'un char répondant à ces caractéristiques était qu'aucune tourelle tournant sur 360 degrés et capable d'accueillir un canon aussi puissant que le 75 mm n'avait encore été mise au point aux États-Unis. Cependant, la version obusier du M2 avait parfaitement fonctionné avec un gros canon monté sur un support latéral et l'expérience avait montré que la production pouvait démarrer très rapidement. Il fut appelé M3. C'est ainsi que le contrat signé avec Chrysler pour la production de 1000 véhicules avait été annulé presque aussitôt et remplacé par un nouveau contrat d'un nombre équivalent de M3. Il n'est pas exagéré de dire que la fabrication commença bien avant que la conception du char ne soit terminée. À l'époque, le pré-buy n'était pas considéré comme un moyen de paiement. Les Britanniques ont donc été priés de payer à la commande les chars qu'ils voulaient acquérir. Pour les États-Unis comme pour la Grande-Bretagne, le char M3 constituait un palliatif utilisable et était livrable en quantité. Le nombre de chars prévus pour satisfaire les besoins des armées britanniques et américaines augmenta brusquement. Le comité de planification récemment formé commença presque aussitôt à organiser la production afin d'atteindre 1000 chars par mois en avril 1941 et 2 fois plus à partir de juillet. En décembre de cette même année, l'attaque surprise des Japonais à Pearl Harbor jeta les Américains dans le conflit. Non seulement nous nous défendrons jusqu'au bout, mais nous nous assurerons que ce genre d'acte de lâcheté ne nous mette plus jamais en danger. Le pré-buy fut enfin mis en place. Churchill et Beaverbrook rencontrèrent Roosevelt et décidèrent d'un rythme de production des chars moyens de 25 000 exemplaires en 1942 et 45 000 en 1943. En attendant, 4 géants de l'industrie américaine commencèrent à produire le char M3, appelé Lee par les Américains et Grant par les Britanniques. En août 1942, les principales entreprises impliquées dans ce programme, Pullman Standard Car, Detroit Tank Arsenal, Press Steel Car et The American Locomotive, avaient construit plus de 5000 chars M3 à destination des forces américaines et britanniques. Il est reconnu que les chefs d'état-major savaient à l'époque que le conflit allait s'étendre au monde entier et que l'armée américaine allait devoir s'engager sur plusieurs fronts simultanés avec tout le matériel qu'elle aurait pu rassembler. Concevoir un char d'exception n'était pas envisageable, simplement par manque de temps. Il fallait s'orienter vers un véhicule disponible rapidement et qui conviendrait pour la majorité des missions qui allaient lui être confiées.
Alors que le M3 entrait en production, les travaux se poursuivaient d'arrache-pied pour concevoir son successeur, le M4. Le choix du moteur était vital pour cet engin. Il devait être puissant et fiable, mais surtout, il devait être disponible à temps. L'US Air Force, l'US Navy et l'industrie automobile avaient développé plusieurs motorisations pour les avions, bateaux et camions. Ils pouvaient être rattachés à la conception d'un nouveau moteur et du fait qu'aucune innovation majeure était nécessaire, il serait possible de les construire en grand nombre. Ces moteurs déterminèrent l'aspect du char, donnant au M4 une silhouette très haute, surtout avec les moteurs en étoile à refroidissement par Air Ride Cyclone et Continental. Basé sur le châssis du M3, il utilisait les mêmes suspensions, transmissions et chenilles, la plus grosse différence venant de la tourelle. Elle était moulée d'une seule pièce et le toit de la caisse était suffisamment solide pour la supporter avec son lourd canon de 75 mm. Afin de mieux observer ces détails, nous avons retrouvé un vieux Sherman canadien restauré par son propriétaire. L'énorme compartiment moteur devant s'accommoder des différentes motorisations ressemblait à une caverne et donnait au char sa silhouette très haute. Une hauteur assez intimidante pour la tête très exposée d'un chef de char. La caisse est faite d'une seule pièce, boulonnée à l'une des différentes protections frontales de transmission utilisées pour le Sherman. Derrière le glacis s'asseyait le pilote et le mitrailleur. L'épaisseur du blindage à cet endroit est ce qui les protégeait contre les obus allemands de 75, voire de 88 mm. À l'intérieur était suspendu sous la tourelle une sorte de panier dans lequel prenait place le tireur, le chargeur et le chef de char, ce qui leur permettait de tourner en même temps que le canon dans une position confinée, brillante, malodorante et dangereuse. Avec un moteur facilement inflammable derrière vous, entouré de rangées de vos propres munitions et avec seulement 5 cm d'acier pour vous protéger des obus perforants de l'ennemi, il est facile de se trouver très mal et pas vraiment rassuré. Surtout quand vous savez que l'ennemi a des canons d'un calibre supérieur et qu'il vous a déjà probablement en ligne de mire. Lorsque le pré-bail entra en vigueur, les premiers M4 furent transférés du premier corps blindé américain aux troupes britanniques stationnées en Afrique du Nord. Leur engagement à El Alamein aux côtés des Grants de la 8e armée, où il prit d'abord le surnom de Swallow, permit aux Britanniques de gagner leur première bataille de la guerre et stoppa l'avance de l'Axe. Les Anglais avaient enfin un char qui leur permettait de se mesurer aux Panzer III et IV de l'ennemi. La vitesse maximale de M4, environ 42 km/h, était très appréciée des équipages britanniques, de même que la vitesse de rotation de la tourelle motorisée par Bendix, ce qui donna aux équipages un net avantage lors des combats de chars.
Après son premier baptême du feu, le M4 Sherman commença à devenir alors une valeur sûre de l'arsenal allié, à mesure que les troupes alliées repoussaient l'Afrika Korps d'Hitler hors des étendues désertiques du champ de bataille nord-africain. L'arsenal de la démocratie augmenta la production des M4 dans les différentes usines américaines. Elles construisirent plus de 50 000 chars M4 entre décembre 1940 et juillet 1945. Au plus fort de la production, un Sherman était produit toutes les 30 minutes pour satisfaire les besoins des armées alliées à mesure qu'elles s'engageaient dans la guerre sur de multiples fronts autour du monde. L'industrie motoriste américaine bascula de la production civile nationale à la construction de matériel militaire, employant un grand nombre de femmes, tandis que de plus en plus d'hommes étaient envoyés outre-mer pour combattre dans les chars qui sortaient des chaînes de montage. Les chars M4 sortaient d'usines toujours peints dans la couleur vert-olive de l'armée américaine, car on ne savait pas à l'avance sur quel théâtre d'opération ils allaient être déployés. Dès qu'ils arrivaient sur place, la nécessité et un instinct de survie bien naturel entraînaient l'application d'une peinture plus adaptée au terrain. En Afrique du Nord, certaines unités utilisaient des larges bandes noires pour briser la silhouette du char. D'autres préféraient des bandes de couleur ocre ou sable. Ces bandes de couleur avaient tendance à se ternir sous l'effet du soleil du désert et de la poussière. En Tunisie et plus tard en Italie, où les Sherman eurent à opérer dans des vergers, des champs d'oliviers ou dans des zones rocheuses, des schémas de camouflage plus recherchés furent utilisés. Cela aida à camoufler l'imposante silhouette du Sherman lorsque les troupes montaient à l'assaut des positions ennemies. Durant les hivers où la neige tombait en abondance sur l'Europe, les équipages américains et britanniques repeignirent dans l'urgence leurs Sherman avec une peinture lavable blanche pour les soustraire à la vue des canons anti-chars allemands. Alors que les Alliés commençaient leur assaut, sur le point supposé vulnérable du front européen, le M4 était en première vague de tous les combats menés lors de la campagne de Sicile, et plus tard d'Italie, et s'opposa à la résistance acharnée de l'armée allemande. L'élan initial de la campagne laissa place à un enlisement désespéré à mesure que les Alliés poursuivaient péniblement leur avancée, vallée par vallée, contre une défense bien verrouillée des forces de l'Axe. Les unités italiennes et allemandes avaient l'avantage de la position et pouvaient déverser un déluge de feu sur les troupes alliées rassemblées en contrebas. Il ne fait aucun doute que le M4 était insuffisamment blindé. 5 à 7 cm de blindage ne pouvaient pas arrêter un obus allemand de 75 mm, même à une distance de 2000 mètres. Cela conduisit souvent les chars de tête à se faire hacher en quelques minutes par un canon anti-char de 75 mm ou par un char Tigre et son canon de 88 mm avant même qu'il ne soit repéré. Pour aider les forces soviétiques dans la défense de leur territoire, les accords de Prébay furent étendus à la Russie. Des déficiences du M4 furent révélées lors des combats meurtriers sur le front russe. De grandes formations de Sherman et de T-34, tous deux produits en grande quantité, furent pulvérisés par les canons plus puissants des unités allemandes, malgré leur infériorité numérique, et par les redoutables chars Tigre. Seule la production massive des usines
tant en Russie qu'aux États-Unis, permit aux Alliés de supporter ces pertes importantes et de remporter malgré tout le combat. Alors que la guerre à l'Est continuait sa course sanglante, un autre front fut attaqué le 6 juin 1944 avec le débarquement de milliers d'hommes et de machines sur les plages de Normandie. Le Sherman fut l'un des instruments de cette opération. Et les ingénieuses adaptations montées sur les chars britanniques firent merveille, permettant aux tankistes de briser les défenses du mur de l'Atlantique d'Hitler. De plus en plus de blindés furent acheminés sur place lorsque les ports Mulberry furent mis en place. Obtenir des renforts de blindés était une priorité absolue pour faire face aux batailles à venir. Les Sherman furent spécialement rendus étanches de multiples façons pour assurer leur débarquement lorsque les engins spécialisés ne pouvaient pas s'approcher assez près des côtes. À l'est de la côte, les régiments britanniques combattirent avec leurs Sherman dans le bocage normand, près de Caen. Toute ferme, toute haie ou tout champ devenait une position fortifiée, obligeant les Alliés à attaquer en permanence. À l'ouest, les forces américaines rencontrèrent des difficultés similaires à travers l'impénétrable cloisonnement de la campagne normande. Les Allemands étaient experts en défense réactive et chaque mètre de terrain fut défendu avec opiniâtreté. Les champs étaient sous le feu des tirs croisés meurtriers des mitrailleuses. Les canons anti-chars, les Panzerfaust, étaient capables de détruire les Sherman à partir de positions invisibles et de se regrouper plus loin pour attaquer à nouveau. Souvent, un seul char allemand lourdement blindé et bien camouflé pouvait détruire plusieurs Sherman en quelques minutes, du fait que les tankistes alliés étaient coincés sur des chemins étroits, incapables de manœuvrer. La seule parade consistait à rebrousser chemin et à demander un pilonnage de l'artillerie ou de l'aviation, voire dans certains cas des gros canons de la marine, si la position se trouvait assez près des côtes. Les Sherman étaient parfois dotés du système Cullen, une sorte de soc monté à l'avant du char qui permettait de creuser des brèches dans les enchevêtrements de haies et de gagner ainsi une certaine liberté de mouvement. Souvent, le premier à passer dans la brèche était la première victime.
Les blindés étaient utilisés en peloton de 4 ou 5 chars qui, par nécessité, travaillaient étroitement avec l'infanterie et les autres armes. Les avancées se comptaient souvent en mètres, tant les Alliés durent se battre champ par champ, village par village, pour se frayer un chemin hors des plages. La bataille de Normandie devint une bataille des nerfs soutenue et harassante, poussant les hommes et les machines dans leur dernier retranchement. Afin de mieux illustrer notre propos sur le M4 Sherman, nous avons reçu l'aide de groupes de reconstitution et d'un vieux Sherman canadien restauré depuis la dernière guerre. Durant la bataille de Normandie, l'infanterie américaine et britannique progressant prudemment à travers les bois et chemins, utilisèrent les Sherman en appui rapproché pour éliminer l'infanterie allemande qui fut souvent débordée par les vagues de blindés, mais qui constituait tout de même une menace sérieuse pour les Alliés. Au début, la liaison entre les pelotons blindés et l'infanterie était limitée, la communication se bornant à taper sur la caisse du Sherman avec une pelle et à crier au chef de char par-dessus le bruit des machines et des armes. Plus tard dans la guerre, un téléphone fut installé à l'arrière du char pour que les officiers d'infanterie puissent communiquer avec le chef du char. Même à l'intérieur bruyant du char, les équipages de Sherman ont souvent entendu le claquement des balles de mitrailleuse contre le blindage et les cris des fantassins tombant sous les coups meurtriers d'un poste de tir allemand. L'urgence de la demande en Sherman était telle que des modifications furent effectuées dès la sortie des premiers M4 des chaînes de production. Cette pratique de l'adaptation constante à la nécessité transforme la classification des différentes versions de l'engin en un véritable casse-tête pour les historiens. Les changements apportés, les nouveaux procédés de fabrication et les différents constructeurs compliquèrent encore plus l'identification des Sherman, de même que les fréquentes modifications et réparations faites sur le terrain. La fabrication de la caisse se divise en deux catégories. Plusieurs plaques d'acier soudées ensemble, comme ici sur le M4A2, ou une caisse moulée d'une seule pièce, visible ici sur le M4A1. Elle était censée offrir une meilleure protection du fait de son inclinaison et de sa courbure, mais elle ne put être produite en grande quantité. Les hauts et bas de caisse étaient reliés à l'avant par différentes protections frontales de transmission, toutes issues du M3, mais modifiées à différents moments selon les améliorations des constructeurs et les conditions de production. Les modèles tels que les M4, M4A1, M4A2 et M4A4 avaient de nombreux composants en commun, tels que les galets de roulement, les bogies, et assez souvent ils étaient mélangés à l'assemblage, ainsi que sur le terrain, car la nécessité du combat prenait le pas sur toute organisation du plan de production.
Engines used in the M4 and M4 Les M4 et M4-1 utilisaient des moteurs d'avion, comme le 9 cylindres en étoile Wright Cyclone ou Continental, identiques à ceux des chasseurs ou bombardiers. Un autre concept similaire, le M4A2, était équipé de moteurs diesel General Motors, jumelés et qui n'étaient pas très populaires au sein du US Army, qui préféraient l'essence, mais qui rencontrèrent plus de succès avec les marines dans le Pacifique, car le reste de leur matériel fonctionnait au diesel. Beaucoup furent également utilisés par les Britanniques et les armées du Commonwealth. Le V8 de 500 chevaux construit par Ford était à l'origine destiné à l'aviation, mais il fut détourné pour équiper les chars. Ce moteur était très facile à entretenir et fut très populaire parmi les troupes, car il faisait du M4A3 un char très rapide. Les moteurs en étoile étant de plus en plus demandés par l'Air Force, la ressource vint à manquer pour les chars. C'est ainsi que Chrysler coupla 5 de ses moteurs 6 cylindres à essence à un arbre de transmission commun pour donner le Chrysler Multibank. Cela donna une variante puissante, mais qui nécessitait une maintenance intensive, le M4A4, qui ne fut guère populaire auprès de l'US Army. Elle fut donc envoyée en Europe pour équiper les Britanniques. Le M4A6 était propulsé par une nouvelle mouture du moteur Caterpillar, diesel ou polycarburant. À cause des quantités et du nombre de fabricants impliqués, l'origine des différentes versions du M4 Sherman tient plus à des problèmes de disponibilité de pièces ou de moteurs qu'à de réels changements ou améliorations. Alors que la caisse des Sherman était réputée pour sa finesse, environ 5 cm, les équipages prirent vite l'habitude de rajouter des plaques de blindage pour renforcer les parties vitales, parfois assez ouvertement, et bien que cela pût susciter la critique des officiers supérieurs. La caisse la plus résistante des Sherman fut celle des M4A4. Tragiquement, l'une des caractéristiques des moteurs de Sherman était de prendre feu facilement, ce qui leur valut d'être surnommés rôtissoirs à Tommy's par les Allemands. La nervosité des équipages est compréhensible, car ils savaient que le prochain coup porté par cet ennemi invisible pénétrerait le blindage et que l'obus perforant les tuerait ou les mutilerait, de même qu'il pouvait faire exploser les munitions, les condamnant tous à une mort horrible. Les trappes d'évacuation sont ridiculement petites et même si l'on considère que beaucoup de membres d'équipage n'étaient pas gros, il devait être très difficile de passer au travers. Malgré tout, plusieurs vétérans ont affirmé que face à la perspective de mourir brûlés vifs, ils l'avaient fait en quelques secondes. Le sentiment de vulnérabilité causé par le faible blindage était aggravé par la relative faiblesse du canon de 75 mm, qui malgré son accueil initialement enthousiaste comme étant une amélioration par rapport au canon de 2 livres britannique, nécessitait de s'approcher à une distance suicidaire pour venir à bout des nouveaux blindés allemands. Un ratio constant de 15 victoires pour 1 fut maintenu par les Tigres allemands face aux Sherman tout au long du conflit.
Lors de la préparation du jour J, les Sherman furent équipés de l'excellent canon anti-char britannique de 17 livres. La tourelle existante dut être coupée et refondue avec une large nuque à l'arrière pour accueillir la radio. Le contrepoids fut déplacé à cause du plus grand porte-à-faux du 17 livres. Comme les obus étaient aussi plus longs, l'espace alloué aux mitrailleurs fut réduit au profit des munitions. Le canon de 17 livres donna au Sherman Firefly la puissance de feu nécessaire pour affronter des chars allemands plus gros que lui. Mais le canon ne put être produit en quantité suffisante assez rapidement, et sur un peloton de 5 chars, un seul était équipé de ce canon. Il était typiquement utilisé pour détruire les positions des canons anti-chars ou les gros chars allemands, après un contact initial où les Sherman de tête avaient été détruits et ainsi révélé la position de l'ennemi. Une unité britannique accomplit une action de ce type près de Saint-Aignan au nord de Falaise. Après une progression de nuit mouvementée, l'unité se mit à couvert dans un verger voisin. Une petite formation de 3 tigres fut repérée, faisant mouvement dans le secteur de surveillance. Immédiatement, un équipage de Firefly reçut l'ordre d'engager le dernier char de la formation. Lorsque le dernier tigre se trouva à 700 mètres de distance, le 17 livres du Firefly tira 2 obus qui pénétrèrent le blindage et mirent le feu au char ennemi. Le Firefly tira à nouveau et le second tigre prit feu. Le premier tigre cherchait à se mettre à couvert lorsqu'il fut touché par 2 obus du Firefly et se mit également à brûler. Comme tous les chars touchés directement, les munitions atteintes par les flammes explosèrent, mettant les chars ennemis en pièces. L'action dura seulement 12 minutes. Juste après, le Firefly fut touché à son tour par un tir venu de nulle part et commença à brûler, l'équipage ayant à peine le temps de s'échapper. Ce n'est que plus tard, pendant la campagne de Normandie, qu'il fut attesté que le tigre de tête était celui de Michael Wittmann, l'as du tigre. Une légende prenait fin. Pour contrer les chars allemands plus meurtriers, les Américains augmentèrent la puissance de feu de leur Sherman en 1944 avec le canon de 76 mm. La production augmenta au fur et à mesure que la guerre se poursuivait. Non seulement il y eut plusieurs versions du Sherman, mais d'autres variantes furent basées sur le châssis du M4. Pour s'attaquer aux chars allemands plus gros, les Américains mirent au point en 1942 le M10, un chasseur de chars armé lui aussi du canon de 76 mm. Le M10 apportait une puissance de feu accrue, mais c'était au prix d'un blindage moins épais. Ce manque de protection et sa tourelle ouverte le rendit impopulaire dans certaines unités. Particulièrement en combat rapproché, où un lance-grenade bien utilisé pouvait tuer tout l'équipage d'un seul coup. Le Swimming DD pour Duplex Drive fut conçu pour le débarquement de Normandie. Après plusieurs essais d'un char flottant, les Alliés optèrent pour le système doté d'une grande bâche tendue vers le haut et propulsé par les chenilles et 2 hélices. Cette bâche de bois et de coton lui donnant sa flottabilité était très peu solide. Et bien que beaucoup réussirent à débarquer de leurs barges et furent efficaces contre les positions allemandes, ceux qui furent lancés sur une mer agitée ou trop loin de la côte furent rapidement submergés et coulèrent comme des pierres. Pour des besoins plus spécifiques, comme le déminage, le Sherman Flailing Crab fut utilisé par les Britanniques en France et en Italie pour battre le sol devant le char, faisant ainsi exploser les mines enterrées
et dégageant une voie sûre pour les blindés suivants. Les forces américaines préféraient le chasseur de mines Aunt Jamina, écrasant le sol sous ses lourdes roues et faisant exploser les mines grâce à la pression. Le châssis du Sherman fut adapté pour le canon de l'obusier de 105 mm américain. Il apparut également sous la forme d'un automoteur nommé le prêtre, en référence à la position élevée de la mitrailleuse. Les Britanniques l'utilisèrent de la même manière avec leur canon de 25 livres, appelé Sexton. Étant à court de transport de troupes offrant une bonne protection, les Britanniques en Italie convertirent la version canadienne du Sherman, le Ram, pour transporter 10 fantassins. Plus tard en France, les Sexton furent utilisés sans leur canon pour le transport de troupes et surnommés Holy Rollers. Les Britanniques adaptèrent à nouveau le châssis du M4 et réalisèrent le Beach Armored Recovery Vehicle, destiné à secourir et dépanner les véhicules enlisés ou endommagés lors du débarquement de Normandie. Le dépannage et la maintenance au combat étaient une nécessité sur le champ de bataille. Le M4 constitua une excellente plateforme pour de telles adaptations. Plus loin des premières lignes, des camions non blindés tels que le Scamel, le Diamond Sea et le War de la France furent également employés pour dépanner ou remorquer les Sherman vers des ateliers de campagne pour y être réparés. Des tourelles, des blocs moteurs, des châssis pouvaient être interchangés, soit directement sur le terrain, soit dans les usines aux États-Unis. Bulldozer, lance-roquettes, canon d'assaut, ponts mobiles, obusiers et bien d'autres furent produits par les Alliés. D'autres M4 furent adaptés à un rôle plus sinistre, tel que le lance-flammes, conçu pour éliminer un ennemi de plus en plus désespéré, à la fois en Europe et dans le Pacifique. Lors de la reconquête du Pacifique, le Sherman fut employé en appui rapproché des marines qui allaient d'île en île jusqu'à l'objectif final, le territoire japonais. Les Sherman furent étanchéifiés et équipés de prises d'air et d'un équipement rehaussé, de façon à préserver le moteur lors des opérations amphibies entre la barge de débarquement et la côte. Souvent, ils montèrent à l'assaut sans avoir le temps de retirer les prises d'air. Les plages meubles et les jungles marécageuses étaient la cause d'enlisement et le montage d'extensions sur les chenilles, en augmentant leur largeur, fit regagner au M4 un peu de traction. Les Japonais possédaient quelques chars de toutes tailles et puissances. Ceux qui faisaient leur apparition sur le terrain furent rapidement traités par les Sherman. Au moins sur ce théâtre d'opération, le M4 et son canon de 75 ne rencontrèrent que peu d'opposition. Au moins sur ce terrain, le char put remplir le rôle pour lequel il avait été conçu à la fin des années 30, à savoir l'appui des troupes d'infanterie, et les marines en firent bon usage. Les Japonais défendirent ces îles avec une ténacité fanatique. À maintes reprises, ils furent en mesure d'attaquer les marines à partir de positions bien camouflées et protégées, à la mitrailleuse et au mortier. L'épaisse jungle était un parfait terrain d'embuscade pour harceler les troupes à mesure qu'elles s'enfonçaient à l'intérieur des terres.
Les Japonais étaient souvent cachés dans des trous et des réseaux de souterrains très difficiles à prendre d'assaut et presque invulnérables au bombardement aérien et à l'artillerie. De ces positions, ils infligèrent de sérieuses pertes aux marines et leur défense suicidaire a aguerri rapidement les marines au combat. En Europe du Nord, la grande croisade se poursuivait. Canadiens et Britanniques progressaient dans la campagne française. Dans la ville de Caen, très bien défendue, les Britanniques et les Allemands perdirent beaucoup de chars dans une épuisante guerre d'usure. Plusieurs troupes d'élite allemandes, dont les jeunesses hitlériennes, et plusieurs divisions de panzers lourds équipés de Tigres, refusèrent obstinément de céder du terrain malgré d'horribles pertes. Plus à l'ouest, la 3e armée du général Patton avançait rapidement et commençait à libérer la péninsule du Cotentin avec la ville de Cherbourg et une partie de la Bretagne. Après avoir aidé à repousser la contre-attaque de la 7e armée allemande à Mortain, la 3e armée et ses Sherman tenta d'encercler les unités allemandes qui fuyaient pour se mettre en sûreté de l'autre côté de la Seine. En essayant de percer le goulot d'étranglement de Caen pour descendre au sud, les Britanniques enchaînèrent une série de combats où ils firent un large usage des Sherman, aussi bien que des Cromwell et Churchill, de fabrication britannique. Des opérations telles que Epsom, Goodwood et Totalize furent un chemin de croix pour les Sherman, qui furent détruits un par un aussi bien à longue distance qu'en combat rapproché, lorsqu'ils s'approchaient des défenses allemandes qui attendaient leur avancée, bien camouflées sur des positions en hauteur. Encore une fois, il constituait une proie facile pour la puissance de feu et la portée accrue des canons des chars de plusieurs Panzerdivisionen. L'opération Totalize vit le premier usage massif du Sherman comme transport de troupes blindées. Sur un certain nombre de sextons et de prêtres, l'armement principal fut retiré afin de pouvoir transporter les fantassins accompagnant les pelotons blindés. Ils se révélèrent très efficaces pour protéger les troupes embarquées, qui les surnommèrent Holy Rollers ou Unfrogged Priests.
Malgré des tactiques innovantes, des bombardements et un appui aérien massif, les pertes furent élevées. Dans certains cas, les combats ne duraient que quelques minutes, laissant les Sherman à l'abandon, une fumée noirâtre s'échappant des trappes ouvertes à la hâte. Les grands champs au sud de Caen étaient constellés de carcasses de Sherman, leurs équipages condamnés à mourir carbonisés à l'intérieur de leurs chars ou cherchant désespérément à se mettre à couvert dans les maïs et les fossés. Le nombre disponible de Sherman était tel qu'un équipage de retour du front pouvait espérer repartir au combat dans un autre Sherman quelques jours plus tard. Une situation qui était loin d'être celle de l'armée allemande. En fin de compte, les poches de falaises et de champs de bois furent verrouillées. Les Sherman de l'armée polonaise poussaient vers le sud, engageant un féroce combat au corps à corps avec les dernières troupes allemandes en déroute. Les Sherman de la 3e armée américaine remontèrent vers le nord et piégèrent ceux qui restaient de la 7e armée allemande. Le carnage de la poche de falaise est légendaire et les Sherman permirent d'abréger la durée du conflit. Les marines reprirent les îles du Pacifique et se rapprochèrent des côtes japonaises, installant des aérodromes de plus en plus grands pour pouvoir lancer les B-29 et bombarder le Japon. Les Sherman étaient presque toujours débarqués après la première vague d'assaut pour aider à la progression à l'intérieur des terres et engager le combat. Plus les îles prises d'assaut devenaient grandes comme Saipan, plus les batailles devenaient longues. Et très vite, les Sherman furent déployés en plus grand nombre. Le Japon impérial eut aussi à faire face à d'autres adversaires en Indochine qui utilisaient également le M4. À Manille, les pelotons de Sherman furent déployés pour nettoyer la capitale des défenseurs japonais, engageant même le combat contre les soldats retranchés dans le stade. La bataille historique d'Iwo Jima est profondément ancrée dans l'histoire des marines et plus de 100 Sherman y prirent part. À cette occasion, le M4 fut utilisé avec grand succès comme lance-flamme, projetant d'un jet mortel à haute pression un liquide inflammable dans les ouvertures des bunkers. Tous les occupants mouraient instantanément, brûlés vifs ou par asphyxie, car l'oxygène se trouvant à l'intérieur était immédiatement aspiré hors du bunker. Une utilisation agressive et soutenue du M4 mena les marines et l'Air Force à portée de Tokyo.
Après la libération de Paris, les Alliés commencèrent un long périple à travers l'Europe du Nord jusqu'au cœur de l'Allemagne nazie à Berlin. Tout espoir d'une issue rapide de la guerre fut anéanti par une résistance allemande constante et déterminée. Les Alliés progressaient avec leur M4, rivière par rivière, ville par ville, pays par pays, et saison après saison. Le M4 Sherman fut utilisé de manière intensive, souvent adapté selon les besoins des combats, et devint le cheval de bataille des armées alliées. Son omniprésence sur les champs de bataille en a fait une figure légendaire de la Seconde Guerre mondiale. Okinawa fut le dernier bastion de l'armée impériale avant le territoire japonais. La férocité de la défense des combattants japonais s'intensifia encore lorsqu'ils se retrouvèrent le dos à la mer. Les Américains lancèrent de furieux assauts avec tous leurs M4, chasseurs de chars et canons anti-chars. Le combat fut des plus rudes. Les Américains, rendus prudents par le fanatisme de leurs ennemis, ne prenaient plus de risques. Ils n'avançaient que lorsque la défense japonaise se faisait peu à peu plus fragile face à leur écrasante supériorité militaire. Le Sherman a contribué à ramener la guerre du Pacifique sur les mêmes plages qu'il avait lancées 4 années plus tôt. À la fin du conflit, l'effort de guerre allié avait produit 50 000 chars Sherman dans différentes versions. De meilleurs engins tels que le Chaffee et le Pershing furent introduits dans l'armée américaine et la production du M4 s'arrêta. Les géants de l'industrie revinrent aux voitures civiles et aux trains. Néanmoins, l'histoire du M4 ne s'arrête pas à la cessation des hostilités en 1945. L'équilibre économique avait été bouleversé et l'Amérique s'était affirmée grâce à la guerre comme une superpuissance sur la scène internationale. D'autres nations manquaient de ressources pour équiper elles-mêmes leurs armées. Et le M4, ayant satisfait aux exigences d'utilisation d'un char moyen, prouvé sa fiabilité, son adaptabilité, fut racheté dans les stocks de surplus de l'armée américaine. Il devint pour de nombreuses années le char d'armée de pays aussi divers et éloignés que le Canada, les Philippines et l'Inde.
La guerre de Corée en 1953 fut l'occasion de revoir un engin familier, modifié et adapté, mais toujours un Sherman. En Corée, les Alliés utilisèrent des superstitions locales, peignant des tigres menaçants et des dents de requins sur les glaciers avant de leurs Sherman. Ces derniers étaient maintenant améliorés avec des suspensions HVSS et un canon de plus gros calibre. L'État naissant d'Israël en acquit plusieurs pour sa première guerre d'indépendance et en a restauré bien plus pour la guerre des 6 jours et celle du Kippour. Le succès du M4 ne repose pas sur une réussite industrielle individuelle, mais plutôt sur une capacité collective à faire la majeure partie des choses de la meilleure manière possible. Les Alliés appliquèrent le concept de guerre totale et construisirent un char qui soit à la fois fiable et suffisamment flexible pour la plupart des opérations, mais surtout qui a pu être produit en très grand nombre. L'arsenal de la démocratie a produit en masse une arme capable d'affronter la menace de son temps. Une arme que l'on a retrouvée dans tous les endroits du globe après que le conflit pour lequel elle avait été conçue fut terminé.